Il y a deux groupes mondiaux, celui des anglo-saxons et puis celui des soviétiques, qui depuis des années fabriquent, accumulent des armements atomiques. Et alors qu'il est, l'un ou l'autre de ces deux groupes est en mesure de déchaîner en un instant sur l'univers un cataclysme gigantesque. La France ne consent pas du tout à une infériorité chronique et gigantesque. D'ailleurs, quand nous serons une puissance atomique, ce qui ne tardera plus guère, nous aurons d'autant plus de moyens pour faire sentir notre action dans les domaines qui nous sont chers et qui sont utiles à tous les hommes, c'est-à-dire la sécurité mondiale et aussi le désarmement. Comme vous savez, le général tenait à la position de la France dans le monde et que qui n'a pas la bombe ne compte pas. Soyons clairs et nets, ça justifie notre place au Conseil de sécurité. C'est clair, vous comprenez que si on avait un petit canon de 75, c'est pas avec ça qu'on peut justifier notre place, non? Il faut des espaces pour ce genre d'expérience. N'oublions pas que les Anglais avaient fait leurs expériences atomiques en Amérique. Les Américains leur ont prêté des déserts, Texas, etc. En Amérique, en Australie aussi. En Australie. Les Russes, ils avaient le Kazakhstan. Le Kazakhstan. Et alors, la France, elle n'avait pas d'autre pour l'époque. Elle pensait à l'Algérie, en pensant qu'on allait rester. Les populations de tous les États voisins du Sahara, Maroc, Tunisie, Libye, courront moins de danger que les habitants de la Californie et de la Sibérie qui n'en coururent aucun. Le Sahara se prête mieux que toute autre région à cette expérimentation parce que le site choisi est à la fois désert et beaucoup plus proche que les atolls des antipodes de la France. La France ne tenait pas le terrain, comme on le dit, au nord, mais au sud, dans le Sahara, elle le tenait. Et donc, parmi les alternatives dans son empire qui s'offraient à elle, le Sahara était le meilleur des terrains. Regan, petite ville de 5000 habitants, à 1200 km au sud d'Alger. C'est là que les stratèges militaires français ont décidé d'installer la première base atomique française de l'histoire. À 40 km d'ici, à Hamoudia, dans le désert d'Itanezrouf, le projet si cher au général de Gaulle va se concrétiser. Ce 13 février 1960, sur une tour de 100 mètres de haut, gerboise bleue, une bombe atomique de 70 kilotonnes, 4 fois la puissance de celle d'Hiroshima, va exploser dans le ciel saharien. J'ai entendu, là, de mes propres oreilles, le général nous dit à Bruno Leuss et à moi, vous leur direz qu'ils sont maîtres de leur destin, car nous ne voulons plus de cette boîte à chagrin. Le général de Gaulle a réagi en fonction, non pas simplement de la question algérienne, mais de la place de la France dans le monde. Et pour avoir une politique mondiale, une politique européenne, il fallait se délester du fardeau algérien. Et d'autant plus que même si la résistance armée a été à un moment donné très éprouvée, il n'y avait pas d'autre interlocuteur que le FLN pour aboutir à une solution. Alors, bien sûr, le principal point d'achoppement, c'était d'une part le refus des Algériens d'envisager un statut pour les Français. Ils défendaient la notion de l'unité du peuple. Bon. Et deuxièmement, il y avait le problème du territoire.
le général voulait que le Sahara ne fasse pas partie du futur État. L'Algérie, c'est quoi? En gros, c'est quoi, 100 km, 150 km sur le bord de la mer? Tout le reste, c'est rien. C'est aride, c'est rien, ça vaut rien. C'est le désert. La thèse que nous avions été chargés de défendre lors des premiers Évian et à Lugrain, c'était que là, vous aurez l'indépendance pour les départements du Nord, mais pour le Sahara, tout ce qu'on vous propose, c'est de large participation, encore vous ne serez pas les seuls, aux ressources retirées de l'exploitation du sous-sol. On est venu comme ça, on discute du Sahara, De Gaulle est pragmatique, il se dit, bon, je vais garder le Sahara, les Algériens disent, nous voulons le Sahara, et ça discute. Et alors il y a eu un tas de propositions qui ont été faites là-dessus. D'abord, vous voulez le Sahara, bon, alors pourquoi ne pas laisser ça, hein, faisons le référendum dans le Nord. Et après, hein, lorsqu'il y aura un gouvernement algérien, etc., on organisera un autre référendum pour le Sahara. Hein. Elle dit non, pour nous, c'est l'intégrité territoriale, on ne joue pas avec ça. C'est le général qui a rappelé la délégation française. C'est lui qui trouvait que les Algériens ne donnaient pas assez de signes de bonne volonté pour poursuivre les pourparlers, et donc il a ordonné à Louis Joxe de lever le camp, si je puis dire, et de rentrer à Paris. Au lendemain du tir Gerboise verte, le général de Gaulle reprend le contrôle de l'armée. Le putsch a échoué, mais il a laissé des traces. Les commandos de l'Ouest frappent fort. À son tour, la métropole est touchée par la violence. Le maire d'Évian est assassiné. Le général de Gaulle échappe à plusieurs attentats. Il faut faire vite avant qu'il ne soit trop tard. Le chef de l'État ordonne à la délégation française de renouer secrètement le dialogue avec le FLN. Au moment de l'échec du premier Évian, l'OAS n'existait pas encore. C'est après qu'il s'est constitué. Ce putsch de généraux a certainement fait prendre conscience que la présence de l'armée en Algérie faisait courir un risque permanent de subversion, compte tenu de l'attitude des chefs militaires en Algérie. L'État français était en danger du fait de l'OAS et du fait aussi qu'une partie de l'armée appuyait l'OAS sans compter qu'il y avait sur le terrain algérien une fusion entre l'armée et la colonie européenne. J'avais l'impression de vivre dans un environnement policier, puisque j'étais parti de la gare de l'Est, je m'avais dit, vous rencontrerez un monsieur qui ira le monde avec un impéable mastic, enfin, qui vous donnera un billet et vous saurez où vous allez. Donc j'ai vu que j'allais à Dole. Et à Dole, il y a une voiture de gendarme qui m'a pris en charge, qui m'a amené à Genève. Et j'ai été à la place du passager devant, j'avais les pieds sur un tas de grenades. Je me dis, mais pourquoi ça sert ça? Ah ben c'est qu'on risque d'être attaqué. Ah bon. Et tous les 3 ou 4 kilomètres, il s'arrêtait pour changer les plaques d'immatriculation. Franchement, il y avait la phobie du terrorisme d'Ouest. Et alors, lorsqu'il y a eu la rencontre de Lugrain, écoutez, nous voulons que vous nous répondiez, une question presque préjudicielle. Est-ce que vous êtes d'accord pour une intégrité territoriale? Comme ça, on peut discuter du reste. Alors là, on a commencé à tourner autour du pot, et il y avait des manœuvres dilatoires, on voulait discuter de ceci. Bon, on a abordé, Bilkar a abordé les questions économiques du Sahara. C'est intéressant. On le sent croire que peut-être que si on fait attention à ça, on pourrait avancer sur la question de la souveraineté. Ah, et oui, ça. Mais sur le fond de ce dossier, il n'y avait pas d'avancée. Il n'y avait pas d'avancée. Alors, la délégation algérienne a dit, monsieur, on s'excuse, mais on ne peut pas continuer comme ça. On suspend, on vous dit au revoir. C'est pas possible. Alors là, ça a été la grande surprise, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que la délégation algérienne rompe.
Or, pour les délégations algériennes, c'était rendre la monnaie de sa pièce à la délégation française qui avait, première fois, renvoyé la délégation. Allez, votre programme, c'est du vent, disait Jox. Le programme du Félix, c'est du vent. Alors, on n'a rien à dire avec vous, allez. Ah bon? Alors là, on leur a dit, dans ce cas-là, on ne peut pas continuer comme ça, et on vous dit au revoir. Alors là, ça a été un coup très dur pour De Gaulle. Les choses se sont débloquées après Lugrin, puisque le général nous avait demandé notre opinion sur la suite des négociations. Moi, je m'étais permis de dire que tant qu'on n'aurait pas trouvé une solution pour permettre aux Algériens d'assumer la souveraineté au Sahara, on ne conclurait pas. Alors tout cela a fait réfléchir De Gaulle. Et il s'est dit que si on continue encore, comme ça, on ne va pas aboutir, et la décolonisation n'aura pas lieu en Algérie, et on va se retrouver dans des situations imprévisibles, parce qu'il y avait des pressions de tous les côtés. Et c'est pour cela que le 5 septembre 1961, il a fait une sortie, une ouverture très intéressante, où il dit qu'en ce qui concerne la souveraineté sur le Sahara, il ne saurait y avoir d'ambiguïté. Dès lors qu'on tomberait d'accord sur une politique générale de la coopération. Très bien. Finalement, durant ces négociations, le FLN a obtenu l'essentiel de sa revendication. Le Sahara reste algérien. Après 4 essais atmosphériques dans la région de Regan, la pression internationale et les protestations des pays voisins obligent la France à changer de lieu et de méthode. Désormais, les essais se poursuivent en souterrain, dans le Hogar. Les galeries sont creusées dans une montagne granitique à 150 km au nord de Tamanrasset, à Enneker. Pendant ce temps, quelque part à la frontière franco-suisse, les négociateurs français et algériens peaufinent le texte final d'un accord qui scelle les bases d'une Algérie souveraine. Jacques a considéré qu'il était temps d'en finir. Le général en avait assez. Il voulait qu'on finisse. Et puis ensuite, il y a eu l'opération des Rousses, où en effet, on a pu là, cette fois-là, vraiment reprendre tout ce qui avait été écarté tant à Évian qu'à Lugrin, c'est-à-dire un examen détaillé des différentes propositions qui, aux yeux du gouvernement français, justifiaient l'autodétermination et toutes ses conséquences et tous les problèmes qui s'y rapportent. Or, non seulement on a discuté des conditions d'application, c'est-à-dire poser le problème de fond du territoire, des options de l'indépendance, mais aussi on a parlé de coopération culturelle, technique, économique, financière. On a élaboré un texte relativement complet. 40 pages, 50 pages, très bien. Naturellement, on ne pouvait qu'approuver, bien sûr. Pour les Français, pour les militaires, enfin, toutes les espèces de questions qui sont à régler quand deux pays se séparent comme ça. Et là-dessus, naturellement, c'était pour les Algériens un entassement de conditions, finalement, que eux trouvaient inacceptables. Il y a eu des incidents, on a eu des incidents. Il y a des fois où le chef de la délégation française s'énervait, il disait, bon, écoutez, ça suffit, on est en train de perdre du temps, etc. Ben, bon tombal, un membre de la délégation algérienne dit, ben, si vous posez les problèmes de cette façon-là, au revoir, on se lève, on quitte. Ah oui, alors là, après, Georges vient et dit non, c'est pas, venez, non, je vous en prie, etc. Bon. Et donc, il y avait un tas d'incidents comme ça qu'on arrivait quand même à refaire. Et quand ces ministres lui ont appris, c'était le jeudi, je crois, le 2e ou le 3e jour, eh bien qu'on n'avait pas beaucoup progressé, qu'on était encore mis d'accord sur pas grand-chose, le général a pris une décision, a donné des instructions à ses ministres,
catégorique, en disant je veux que ça soit terminé vendredi. Débrouillez-vous. Mais ça doit être signé vendredi. Alors il est évident que quand on vous dit ça, c'est embêtant parce que vous avez un délai qui est l'exécution. Et donc, ce qui ne va pas, vous laissez tomber. Et autrement dit, il faut reconnaître que du texte primitif que nous avions élaboré, et qui était probablement trop bien, eh bien, les 3/4 sont tombés. Et à la fin, au moment où Jox allait dire, ça y est, c'est appeler De Gaulle pour lui dire, enfin, ça y est, c'est terminé, hein, on leur a dit, maintenant il faut qu'on relise tous les textes. Et alors ils ont commencé à lire, chaque délégué à son tour, lisons le texte qu'on venait de... Hein, et on l'a arrêté et dit ça, c'était pas comme ça, c'était comme ça, etc. Ça a été assez laborieux, mais à la fin, on est arrivé en accord, on s'est salué pour la première fois, parce qu'il n'y avait pas de poignée de main. Ça, il faut le dire, pour nous, nous étions toujours en guerre, et on ne voulait pas qu'on dise, ça y est, ils se sont rendus, la manne. Alors donc, on faisait très attention à ça.